lorsqu'il pousse sur des terroirs magiques, qu'il passe entre les mains d'experts, respectueux de la terre et de la plante, le thé a de grandes chances de devenir un grand cru, un thé d'exception. Dans cet univers, des pays inattendus tirent leur épingle du jeu. C'est le cas du Malawi, en Afrique, dont la récolte attire aujourd'hui les connaisseurs. Le nord du Vietnam abrite aussi des théiers centenaires incroyables. Leur récolte se mérite. Les arbustes sont perchés dans la montagne et leurs meilleures feuilles sont difficiles d'accès. Enfin, dans une vallée reculée de l'Himalaya au Népal, des cultivateurs passionnés produisent de grands thés qui n'ont rien à envier à leurs voisins indiens. Le Malawi se distingue par son immense lac du même nom, qui occupe 1/5 du territoire. Au sud, le relief peut atteindre 3000 mètres d'altitude. C'est un des pays les plus pauvres du continent. Pourtant, il est le deuxième plus grand producteur africain de thé. Le village de Thiolo est entouré de vastes plantations de thé. Ces terres ont été défrichées à la fin du 19e siècle par des milliers de personnes venues du Mozambique voisin. Le mois de février sonne l'heure des récoltes. C'est le moment de rassembler ce qui a été cueilli dans l'après-midi. La plantation de Satemwa a été créée en 1923 par un Écossais venu cultiver du thé au milieu d'immenses champs de tabac. Le domaine s'étend aujourd'hui sur 900 hectares. En pleine saison, près de 1600 personnes y travaillent et vivent sur place. François-Xavier Delmas arrive de Paris. Il est l'un des fondateurs de l'enseigne Palais des Thés. Spécialiste des grands crus, il parcourt le monde afin d'en dénicher de nouveaux. À chacune de ses visites, il prend des photos qu'il distribue ensuite aux habitants. Une occasion de créer des liens avec les familles qui vivent du thé. Ce que vous allez faire, vous allez donner les photos au professeur qui les répartira ensuite. Alexander Cathcart Kay a hérité de la plantation de son grand-père, un pionnier du thé dans la région. Notre champ le plus ancien a été planté en 1926. Il a été planté entre les plants de tabac et c'est alors qu'il a commencé à convertir la propriété du tabac vers le thé. Mais oui, nous fabriquons vraiment un joli oolong à partir de ces vieux champs. C'est une graine originaire de Chine, donc une très petite feuille, très aromatique cependant. Et nous fabriquons donc du oolong à partir de ces champs anciens. Le thé ici est sur une très bonne terre, en fait une terre volcanique. Alors la couleur rouge ne veut pas dire grand-chose, la couleur rouge dit qu'elle est riche en fer, mais c'est plutôt une terre acide qui convient au théier. Et ici on est sur un sol, sur un climat qui est absolument parfait, mais ce n'est pas le seul pays d'Afrique. En Tanzanie, en Ouganda, en Rwanda, il y a d'autres aussi pays aujourd'hui très peu connus et qui ont une terre absolument merveilleuse pour le thé. Et sur ces terres-là, peu à peu, certainement, des gens comme Alex vont se mettre à faire des très beaux thés. Le thé, c'est un camélia, et le camélia, il a quand même des particularités. Il aime l'humidité, de l'air, donc il faut des saisons humides, il faut pas mal de vapeur d'eau, il faut de l'altitude aussi, c'est meilleur. Ici, on est aux alentours de 1200 mètres. Ça sera plus facile de faire un thé propre, de faire une culture respectueuse, parce que à cette altitude-là, le thé n'est pas attaqué par des tas de bestioles qui l'abîment. Pour toi, est-ce qu'il est facile de distinguer ce qui vient du terroir de ce qui vient du cultivar? Est-ce qu'on peut le distinguer ou c'est impossible? Non, ce n'est que récemment que nous avons pu vraiment commencer à le comprendre.
Vous savez, c'est vraiment... Nous avons toujours compté sur le cultivar pour nous donner ces caractéristiques vraiment déterminantes d'un thé. Mais nous commençons à vraiment comprendre l'impact de la santé du sol sur tout cela, son influence sur le caractère du thé. On a encore beaucoup à apprendre. Autour de la propriété, il y a aussi des parcelles privées à qui Alexander achète le thé. Donc ici, on a une feuille qui n'est pas aussi belle que ce qu'elle est ailleurs, et simplement parce que pour vivre du thé aujourd'hui, il faut produire toutes sortes de thé, et de thé d'une qualité, disons, intermédiaire. Et on va voir aussi que Alex, comme c'est un passionné de thé, fait aussi des thés très rares. Le thé fait vivre la majorité des familles des environs. C'est la culture la plus rentable. Nous sommes maintenant sur une parcelle où les consignes sont beaucoup plus strictes. Ici, on produit un des grands crus de la propriété. Oui, la sélection se fait lors de la récolte. Donc, parce que nous faisons une cueillette fine, nous recherchons des pousses douces et tendres, et ce sera 2 feuilles à un bourgeon ou 1 feuille à un bourgeon. Donc, ils peuvent prendre ça. Celui-là, c'est parfait. Oui, ça c'est parfait. En fait, avant d'envoyer la récolte à l'usine, il faudra qu'ils enlèvent les feuilles un peu dures. Alors les cueilleuses ici, elles doivent prendre ce qui est très souple, donc ce qui vient à peine de pousser. Et on voit bien, si on regarde de près dans le champ, on voit tout de suite à la teinte qu'on a quelque chose d'un peu jaune et non pas vert, et une feuille d'une tendresse incroyable, parce que tout à l'heure, cette feuille, il va falloir la laisser se flétrir et après la rouler. Donc elles vont prendre le bourgeon plus 1 feuille, ou alors le bourgeon plus 2 feuilles, du moment qu'elle a cette teinte un peu jaune et surtout cette souplesse incroyable. Donc cette étape-là, elle est cruciale pour la fabrication d'un beau thé. Disposer d'une usine de transformation au sein des champs de thé présente l'avantage de limiter le temps de transport et de conserver ainsi une fraîcheur optimale. Les thés haut de gamme sont transportés à part dans de petites caisses pour éviter tout écrasement des feuilles. Ici, comme le thé est en partie composé d'eau, avec ces 2 kg de feuilles fraîches, on va seulement faire 400 g de thé fini. Les feuilles vont être étendues sur de grandes surfaces ventilées. Cette première opération est appelée le flétrissage. Elle permet d'évaporer une bonne partie de l'eau contenue dans les feuilles. La plantation soutient comme elle peut l'école publique installée dans le village. Mon nom est François. Merci beaucoup pour cette introduction. Je suis un chercheur de grand thé et à Paris, cet émoi est considéré comme un grand cru. Vous savez ce que sont les thés spéciaux? Vous savez ce que c'est? Lorsque vous cueillez, vous le faites comme ceci? Ben non! Que pouvons-nous améliorer dans cette école? Ce dont nous avons le plus besoin, ce sont des bureaux. Oui, nous souhaitons avoir des bureaux comme ceci.
À l'usine, l'opération de flétrissage est terminée. Les feuilles sont à présent acheminées vers le roulage. Les machines semblent hors d'âge, mais c'est justement ce qui fait leur qualité. Elles viennent de Taïwan. Et dans leur catégorie, on n'a pas fait mieux depuis. Il y a certainement une opportunité pour la qualité sur le marché. Ce qui était vraiment excitant, c'était de voir certaines des variétés avec lesquelles nous avons travaillé parfois. Nous pensions qu'elles n'étaient pas à la hauteur et en les transformant d'une autre manière, elles se sont révélées vraiment fantastiques. À Taïwan comme en Chine, on utilise des petites machines parce qu'on a un sens du thé qui est fait main et on va produire du thé 10 kg par 10 kg pour essayer de faire des très beaux thés. Et de ce point de vue-là, la démarche d'Alex, elle est assez remarquable, d'aller chercher de toutes petites machines avec lesquelles essayer de faire des thés beaucoup plus beaux que ce qu'il a l'habitude de faire. Et le but du roulage, c'est de malmener la feuille. Il ne s'agit pas de briser la feuille elle-même, mais de briser la structure. Et du coup, on le voit bien d'ailleurs en regardant mes mains, c'est assez trempé parce que le jus sort de la feuille. Et du coup, c'est ça qui va permettre l'oxydation. Et l'oxydation dure très peu de temps, quelques minutes seulement. Et aussitôt à la fin de l'oxydation, on passe au séchage de la feuille. Le séchage se fait lui aussi à l'ancienne, avec un four chauffé au bois. Alors ensuite, il va aller dans un four sur un petit tapis roulant et c'est pour sécher la feuille et c'est pour finir le thé, comme le fixer, pour qu'ensuite il ne puisse plus reprendre de l'humidité. Et donc c'est la fin du process, c'est un coup de chaud pour que le thé reste ensuite avec un taux d'humidité d'environ 3%. Et le thé est fini, on n'a plus qu'à le trier et le mettre dans des caisses. Le dimanche, l'école accueille une partie de la communauté qui vit autour de la plantation, principalement des femmes et leurs jeunes enfants pour chanter leurs prières. Dans sa recherche de l'excellence, Alexander tente des choses étonnantes. C'est à la suite d'un voyage en Inde où les gens roulaient le thé à la main, mais d'une manière différente. Lorsque nous avons commencé à essayer différentes techniques, nous avons trouvé celle-ci. Chaque feuille est roulée individuellement. Cela apporte beaucoup de douceur à la feuille. Et lorsqu'on le goûte, c'est léger. Et vous verrez qu'il n'y a pas du tout d'astringence dans la tasse. On est sur la créativité, la recherche d'une expérience gastronomique particulière. Enfin, c'est un travail de dingue. C'est des heures et des heures de boulot parce qu'on ne se rend pas compte après quand on boit du thé, on prend du thé, on fait infuser de l'eau chaude. Et si on imaginait 2 secondes, mais le temps passé à faire des thés comme cela, c'est quelque chose d'incroyable. Donc là, je vois que ça demande un boulot fou, un travail phénoménal, mais je ne peux pas encore juger de la qualité du thé. Pour ça, il va falloir le déguster et le verdict viendra dans la tasse.
La dégustation, ou tasting en anglais, est une étape essentielle dans la recherche des grands crus. Tout y est très calibré, de la température de l'eau à la durée d'infusion. Ça, c'était tout à l'heure, on a vu les femmes en train de le faire. C'est drôle, c'est à la fois une odeur à la fois animale, un peu cuir et en même temps très fruitée. Pour Alexander, c'est un moment un peu stressant. Il connaît l'exigence de François Xavier. Mais d'un autre côté, c'est un moment privilégié durant lequel il va pouvoir évaluer la qualité de ses thés et échanger avec un expert. Ce que j'aime beaucoup là, c'est l'expérience qu'on a en bouche, à savoir tout de suite une plénitude, une puissance aromatique qui est très forte et une longueur en bouche, des notes boisées, une richesse olfactive aussi importante, à la fois la puissance et la variété des arômes. On est à la fois sur le fruit, on est sur le bois, on est sur le floral, avec une très très fine astringence qui, elle, va te donner de la longueur. Et là, on a une vraie expérience c'est ça que je recherche et que je ne vais pas forcément retrouver dans chaque thé. Et là, c'est un bonheur dans celui-là de la trouver de façon si intense. Un autre facteur très important auquel on ne songe pas forcément, c'est l'eau. La question de l'eau, elle est capitale parce que la difficulté, c'est quand on va d'un pays à l'autre, l'eau n'est pas la même et l'eau, évidemment, va influer beaucoup sur le goût du thé. Donc, dans notre métier, c'est pas forcément simple de comparer un thé qui a infusé ici au Mali et un thé qui va infuser à Paris. Et le rendu va être différent et il faut essayer d'imaginer. En fait, la clé de tout, c'est la curiosité et l'envie d'essayer de mettre au point quelque chose d'autre que ce qu'on fait d'habitude. Et là, je suis à peu près certain que je vais revenir avec des grands crus. Il y a 15 ans, nous étions tellement habitués à ne faire qu'un seul type de thé, nous ne pensions pas vraiment que nous pouvions évoluer beaucoup plus loin que cela. Et puis, une fois que nous avons ouvert cette porte pour découvrir de nouvelles saveurs, maintenant, nous ne pouvons plus nous arrêter. Vous savez, juste penser que nous pouvons faire quelque chose d'autre, cela a permis de débloquer notre démarche et ensuite de créer. Ce terroir du Malawi laisse présager un futur prometteur qu'Alexander et son équipe ne manqueront pas de mettre en valeur. Nous partons à présent en Asie, dans le nord du Vietnam, dans la province de Ha Giang, à la frontière avec la Chine. Cette région montagneuse est particulièrement propice à la culture du thé, une tradition vieille de plus de 3000 ans. Le village de Cao Bo se trouve au confluent de plusieurs cours d'eau descendus des sommets. Cette situation privilégiée garantit une bonne irrigation, aussi bien pour le riz, que l'on cultive ici abondamment, que pour le thé. Aujourd'hui se déroule une fête importante qui commémore la dynastie des rois Hung, fondateurs du Vietnam. Comme la majeure partie des villageois, Huy et son ami font partie de l'ethnie Zhao. Elles ont revêtu leur tenue traditionnelle de fête. Mais avant de rejoindre leur famille, elles doivent cueillir du thé. Il ne pleut pas et surtout, l'usine a besoin de feuilles pour maintenir sa production. Ces théiers sont en tout point exceptionnels. Ils sont vieux de plusieurs centaines d'années, ils ressemblent plus à des arbres qu'aux petits buissons habituels et surtout, ils produisent des feuilles de très grande qualité.
Les meilleures feuilles se cachent au sommet, là où se trouvent les bourgeons les plus tendres. La seule solution pour les atteindre est d'escalader les branches. Au printemps, les récoltes de thé sont les moments les plus importants pour nous. Nous récoltons du thé à la fois pour notre consommation quotidienne à la maison, mais surtout pour le revendre à l'usine, ce qui représente un revenu significatif pour la famille. Les critères de qualité sont très stricts. On ne cueille que ce qui est considéré comme parfait. Il faudra revenir plusieurs fois sur un même arbre au fur et à mesure de l'évolution de la météo. Au début de la période de récolte, l'usine achète des feuilles uniquement avec un bourgeon et une feuille. Lorsque l'on avance dans la saison, on commence à prendre un bourgeon avec 2 feuilles et parfois 3. Voilà ce que nous visons. Un bourgeon avec une feuille. Voilà ce qui est idéal. Les récoltes débutent après la saison des pluies. Elles durent une bonne partie du printemps, pendant un mois environ. Il revient aux hommes principalement de rassembler la cueillette pour la transporter jusqu'à l'usine. Le voyage se fait le plus souvent à moto et réunit la récolte de plusieurs parcelles appartenant à différentes familles. L'usine de Kaobo ne possède pas de terre. Elle achète le thé aux fermiers avec qui elle a l'habitude de travailler. Les premiers lots arrivent. Ils vont être pesés et contrôlés. Je contrôle la qualité des feuilles de thé pour vérifier si les fermiers ont travaillé correctement. Donc voici le top de la qualité, c'est un bourgeon avec une feuille. Parfois, tout est un peu mélangé et ça pourrait altérer la qualité du thé. Nous retirons donc systématiquement tout ce qui ne correspond pas à notre niveau de qualité. L'ensemble de la production est bio. Un tableau rappelle à ce sujet le cahier des charges très strict. Mais le prix des engrais chimiques est de toute façon trop élevé pour être attractif. La majeure partie des champs de thé de la région est donc issue d'une culture biologique. Certains fermiers arrivent bien après la tombée de la nuit, leur champ étant parfois situé à 30 voire 45 minutes de moto de Kaobo. Une fois les sacs pesés et contrôlés, le contremaître rémunère les fermiers. Les quantités reçues ne sont pas importantes en raison de la fête des rois Hong. Dès leur réception, les hommes déballent les énormes sacs. Les feuilles sont étalées dans cette pièce parfaitement propre où l'on marche pieds nus pour débuter le flétrissage. Tandis que les derniers fermiers apportent leurs sacs, une employée actionne un ventilateur pour maintenir une température idéale à la conservation des feuilles. Comme Kaobo est perché à 800 mètres d'altitude, il ne fait pas très chaud la nuit, mais suffisamment pour que les feuilles fermentent, si d'aventure elles devaient passer la nuit dans des sacs. Le directeur de la coopérative a décidé de ne produire que du thé vert, c'est-à-dire que contrairement au thé noir, ces feuilles ne seront pas oxydées. Elles seront simplement roulées puis séchées pour arrêter le processus de transformation.
Compte tenu du relief, le riz est cultivé en terrasse. Les théiers se nichent plus haut, en altitude. Les fermes sont en général de bonne taille. Elles abritent souvent plusieurs générations d'une même famille. Il est courant d'y trouver une pièce d'eau artificielle destinée à l'élevage de poissons et de canards. Chez les Ban, on prépare le petit déjeuner, un solide repas à base de nouilles ou de riz, de légumes, d'œufs, avant de monter vers les champs de thé pour une longue journée. La grand-mère surveille la cuisson du riz. Elle restera à la maison pour effectuer de menus travaux d'entretien. Un des fils tire sur une pipe traditionnelle contenant un tabac brun très âpre. La grand-mère, elle, préfère le tabac à chiquer. Inutile de chercher du thé dans le marché du village, il n'y en a pas. Chaque famille possède des arbres et alimente ainsi sa propre consommation. Toutes les femmes portent la coiffe traditionnelle Zhao. Très attachés à leurs coutumes, ce peuple possède une langue et une écriture propres. Les Zhao se marient également au sein de l'ethnie, qui compte près d'1 million de personnes à travers les montagnes du Vietnam. Ce matin, une partie de l'équipe de l'usine va monter sur une des zones de cueillette les plus élevées, à 1200 mètres d'altitude. En chemin, le directeur, M. Tohan, observe le travail de Tidi. Nous coupons les branches une fois par an. Cela permet aux théiers d'avoir une meilleure repousse. Avec la méthode de Tidi, il n'y a plus qu'à récupérer les bonnes feuilles tombées au sol avec les branches. Nous avons une différence assez significative entre les thés de moyenne altitude et les thés de haute altitude. Cette année en particulier, les thés de haute altitude sont d'une très bonne qualité, bien meilleure que l'an passé car les conditions météo ont été très bonnes. En continuant à monter par des chemins étroits, l'humidité et la fraîcheur se font davantage ressentir. C'est dans cette zone, au-dessus du village de Tak Tang, que l'on retrouve les théiers les plus massifs. Certains ont plus de 300 ans. Elles sont à 3 à être montées au sommet de l'arbre pour en récolter les feuilles les plus tendres. L'âge, l'altitude et les conditions climatiques promettent une qualité de thé exceptionnelle. Je bois souvent du thé à la maison. J'en propose aussi systématiquement lorsque je reçois des visiteurs. Chez les Zhao, notre ethnie, le thé a un usage social important. C'est une marque d'hospitalité à l'égard des visiteurs et aussi un bon moyen de faire connaissance. De son côté, M. Tohan est rassuré. Compte tenu des quantités récoltées, il pourra lancer la fabrication des thés noirs d'altitude. Si l'on compare le goût du thé de moyenne altitude avec celui de haute altitude, l'évidence est immédiate. Le thé qui provient de ces arbres très anciens est juste unique. Le thé de basse altitude est très inférieur, il est souvent amer. Les ouvriers agricoles qui travaillent à côté sur les écorces de cannelle partagent une cabane avec les cueilleuses de thé. Ils appartiennent tous plus ou moins à la même famille.
Comme il fait beau, les femmes ont tendu une nappe dehors pour faire également déjeuner ceux qui sont montés de l'usine. Au menu, pâtes de poulet grillées, riz, pousses de bambou, le tout bien arrosé d'alcool de riz. Dans la vallée, à l'usine, tout est prêt pour lancer la fabrication des grands thés noirs. Les feuilles ont passé plus d'une quinzaine d'heures au flétrissage sur des tapis bien ventilés. Elles vont pouvoir passer au roulage pour bien faire ressortir les huiles essentielles qu'elles contiennent. Encore une fois, on utilise des machines anciennes mais parfaitement conçues pour froisser et rouler les feuilles avec toute la fluidité nécessaire. Il s'agit maintenant d'une des étapes clés du processus, la fermentation. Tout va être soigneusement étalé et comme la température ambiante avoisine les 28-30 degrés, il va falloir surveiller de très près l'évolution. Une fois la décision prise d'arrêter la fermentation, le thé est envoyé de suite au séchage à l'aide d'un convoyeur. Il va passer dans une grande armoire chauffée au bois. Une fois refroidi, il pourra alors être emballé ou stocké. Pour éviter d'être abîmés, les thés sont tous pesés et emballés à la main. Kaobo produit aussi des galettes de thé fermentées, les pu'er, eux aussi très recherchés. Nam et Dong vont maintenant tester la récolte de haute altitude qui sortira de l'usine. C'est la première de la saison. Elle va permettre de déterminer l'influence de la météo sur son goût. Température à 90 degrés, durée d'infusion entre 3 et 4 minutes suivant la nature du test, tout est soigneusement calibré. Pour le thé noir d'altitude, toutes les étapes sont importantes. Mais je dirais que la fermentation est sans doute le moment le plus crucial. Il faut être très attentif à la manière de procéder, à son évolution, et il faut sans aucun doute de l'expérience. Sans surprise, les deux experts finissent la dégustation par un sourire. Ces arbres centenaires ont encore de très belles années devant eux.
Nous partons maintenant au Népal, dans une de ces vallées reculées de l'Himalaya où les conditions climatiques, bien que parfois extrêmes, conviennent parfaitement à la culture des grands thés. Autour du village de Fikal, les pluies parfois torrentielles peuvent laisser place quelques heures après à des rayons de soleil bienvenus. De belles plantations apparaissent à partir de 1500 mètres d'altitude. Les forêts primaires ont été depuis longtemps entamées soit par la nécessité d'avoir du bois de chauffage, soit pour planter du thé. Le riz, lui, pousse mieux plus bas. Fikal ressemble à tous ces villages de l'Himalaya où l'on vient s'approvisionner et déjeuner sur le pouce autour des multiples stands postés le long de la route. La frontière indienne n'est pas très loin et beaucoup de Népalais vont travailler dans les plantations de Darjeeling. Pourtant, depuis quelques années, ces tea gardens, comme on les appelle, ou jardins de thé, ont émergé avec à leur tête de jeunes Népalais entreprenants. C'est le cas de Sonam Lama, venu rendre visite à la famille Sapkota, à qui il achète du thé pour le transformer. Ici, l'entraide est de mise. Les Sapkota ont reçu le renfort de 3 voisins, qui pourront également compter sur eux pour récolter leur production. Umakanta, le père, supervise le travail tout en écoutant ce que lui dit Sonam. Vous voyez, il faut attraper la feuille par en dessous et la tirer vers le haut, comme ceci. Il ne faut attraper que la feuille que l'on souhaite cueillir, pas tout le rameau. Dès qu'il y a du soleil, je vais cueillir. Sur une même saison, je peux y retourner jusqu'à 12, voire 15 fois, suivant la météo. La famille fait également pousser quelques légumes et élève des poules, mais le thé reste sa principale source de revenus. Kalpana transforme elle-même son thé. Elle intervient le moins possible sur la récolte et profite des puissants rayons du soleil pour laisser les feuilles sécher entre 2 averses. C'est un thé pour l'usage quotidien. Elle en prépare pour Sonam et son mari. Si vous refaites infuser les feuilles en reversant la première infusion sur les feuilles, vous pourriez obtenir une meilleure couleur. Oui, il sera plus fort et moins bon. Il sera bon, il sera bon. Il va être amer. C'est difficile de retrouver le vrai goût du thé si vous forcez sur les arômes. Elle a préparé ce thé de manière très sommaire, comme on le faisait autrefois. Mais la qualité dans la tasse est vraiment très bonne. Ce thé possède un caractère très léger. Il ne présente aucune astringence parce qu'elle n'a pas roulé le thé. Il n'a subi aucune pression mécanique. Il a juste séché très lentement pour devenir ce thé que nous avons.
Je cultive du thé depuis 22 voire 25 ans. Notre principal objectif est d'acheter des feuilles à de très petits agriculteurs, à des petites exploitations, car ces thés reflètent la façon dont l'agriculteur a fait pousser ce thé. Comment ce thé a été très peu transformé, car les feuilles, elles sont entières. Regardez le niveau d'oxydation, les feuilles sont partiellement oxydées, le thé a été produit dans la douceur. Je pense que le thé est bien équilibré, elle sait ce qu'elle fait, et c'est vraiment important. Bien sûr, avec les feuilles de Kalpana, Sonam va effectuer une transformation plus sophistiquée et plus précise. Mais la saveur qu'elle a réussi à obtenir lui livre déjà de précieuses informations. De leur côté, les voisins ont bien avancé sur la parcelle du bas. Cette notion d'entraide mutuelle est très courante dans toutes ces vallées, que ce soit pour la récolte du thé ou la construction d'une maison. Lorsque l'on vit en montagne à 1500 mètres d'altitude, avec de fréquents phénomènes climatiques intenses, la solidarité est indispensable. Cultiver du thé en bio est compliqué. Ici, après la récolte de cet automne, nous devrons labourer la terre, puis il faudra étaler le fumier des vaches. Il faudra bien l'enfouir et le répartir, sinon tous les nutriments vont s'en aller. Et il y a aussi les oiseaux qui viennent se servir et remuer le fumier. Nous n'utilisons pas de fumier du commerce. Nous sommes en agriculture bio depuis 12 ans maintenant. En cette mi-octobre, l'alternance de fortes pluies et des quelques apparitions du soleil a fourni une récolte particulièrement abondante. La cueillette du jour va partir sans tarder dans la vallée chez Sonam. Kalpana s'active à nouveau en cuisine. Elle doit préparer le déjeuner pour ses voisins et Sonam. Ce sera un dal bhat traditionnel, un plat composé de riz et de lentilles. Sonam apprécie aussi le thé cueilli dans la vallée voisine par la famille Rai, à Tingari, à plus de 1600 mètres d'altitude. À cette époque de l'année, la brume est souvent présente, mais le soleil perce à travers les nuages. Basita et Lila, la mère et la fille, sont aidées par une voisine. Leur rythme est soutenu. C'est toujours la partie géologique de ce qui compose le sol, comme la roche qui détermine le terroir. Quelle est la composition de cette roche? C'est compliqué, comme nous n'avons pas beaucoup de laboratoires d'analyse au Népal. Cette analyse repose toujours sur nos sensations organoleptiques. Nous savons que lorsque nous fabriquons du thé à partir d'un tel endroit, automatiquement, nous obtiendrons tel type de sensation. Une fois encore, les feuilles seront ramassées sans tarder pour les acheminer chez Sonam. À la Mandala, l'usine de Sonam n'allait pas chercher du matériel sophistiqué.
Un pays comme le Népal n'en a pas les moyens. Mais surtout, Sonam leur préfère des machines anciennes, plus efficaces pour obtenir ce qu'ils recherchent. Avant toute chose, les feuilles doivent passer l'étape du flétrissage et les ouvriers s'en occupent avec le plus grand soin. Ils contrôlent l'étalement des feuilles et la température ambiante. L'évaporation produite fait perdre à la feuille 25 à 50% de son poids d'origine. Ramollies, les feuilles devenues malléables sont prêtes pour la seconde étape, le roulage. La machine est hors d'âge. Elle fait le strict minimum et c'est ce qui convient parfaitement à Sonam. Bénie par le temple voisin, elle sera encore d'attaque pour plusieurs saisons. Le roulage permet de faire ressortir les sucs et huiles essentielles contenus dans les feuilles et de favoriser l'étape d'oxydation. Sonam utilise de grands disques en osier, notamment pour la fermentation, ce qui permet de n'avoir que de petites quantités sur chacun de ces éléments. Malgré une pente très abrupte, certains tea gardens remodèlent le paysage en des parcelles harmonieuses. Avec ce mode de culture, chaque mètre carré est utilisé. Ce jardin de thé appartient à Umesh Rai, le neveu de Madame Rai. La cueillette nécessite une main-d'œuvre nombreuse, compte tenu de la densité de plantation. Nous récoltons de cette manière, avec juste une seule feuille et un bourgeon. On appelle ça la cueillette premium. Si nous ramassons plus de feuilles, nous les laisserons tomber automatiquement, comme ça. Vous voyez? Là. Ce que l'on veut, c'est vraiment une feuille et un bourgeon. Les récoltes avant les fêtes d'octobre, en juillet, voire en juin, sont des bons mois. Juin donne de bons résultats, mais à la fin juillet et en août, nous obtenons de meilleures feuilles. À l'heure actuelle, les rameaux et les feuilles sont plus petits et nous les cueillons ainsi. Aujourd'hui, les feuilles sont plus grandes car nous venons d'avoir un long break avec les fêtes de Dashain. Elles ont eu le temps de pousser. Sonam est souvent entouré de jeunes qu'il forme, persuadé que ces vallées regorgent de potentiel inexploité. Il prépare une séance de testing pour contrôler ces grands crus. En fait, tout au long de ma carrière de dégustation de thé, de 22 ans environ, je n'ai jamais rencontré l'excellence. Ce qui arrive chaque jour est l'excellence pour moi. Mais je ne sais pas en fait quel est le vrai paramètre de l'excellence, parce que c'est la nature. Donc on peut tout attendre de la nature. Nous connaissons les palais de nos clients. Par exemple, les Allemands aiment quelque chose de plus astringent. Les Japonais, ils le veulent plus lisse. Les clients français, ils le souhaitent plus complexe.
C'est donc à nous de trier et de choisir les lots de thé en fonction de ces informations. Le thé est un type de boisson plutôt oriental. Nous devons transmettre à notre jeune génération tout ce qui constitue cet héritage oriental. Je pense que c'est une grande responsabilité qui incombe à chaque cultivateur de thé ou à chaque producteur de thé, à tous les producteurs de thé partout dans le monde. Nous sommes très fiers que le thé népalais ait été sélectionné comme grand cru ou mis dans une catégorie spéciale. Mais cela est principalement dû à l'endroit où nous sommes situés. Nous sommes dans les contreforts de l'Himalaya, qui sont aussi changeants que la houle en mer. Nous avons tout le temps de bonnes conditions. Nous avons de bonnes pluies, de belles pluies, de bons vents, de bonnes brumes. Alors bien sûr, la qualité de tous nos produits agricoles est différente de celle du reste du monde. Inspiré par le succès du Darjeeling indien, le Népal est ainsi parvenu à créer un thé unique et précieux, à l'image du Malawi et du Vietnam. I'm not